Merci à tous d'être là et d'accueillir le franco-gruyérien que je suis. Alors, si je devais résumer les relations de Napoléon et la Suisse, ça me fait penser à cette caricature sur les relations franco-suisses. Et vous vous souvenez peut-être d'une chanson Je t'aime, moi non plus. Eh ben, on pourrait résumer les relations entre Napoléon, les Suisses et la Suisse à cela. Bien sûr, ça serait terriblement réducteur. Napoléon, la Suisse, c'est quelque chose d'assez troublant, d'assez étonnant. Je suis étonné, d'ailleurs le premier étonné, c'est quand je lis le dictionnaire historique de la Suisse, qui est pourtant très bien, et qui, à l'article Napoléon, dit « À l'exception des soldats dont il reconnaît la bravoure et la fidélité, Napoléon méprise les Suisses ». C'est un peu vite dit. Hein. Ça, c'est l'historiographie suisse. Elle est assez terrifiante par certains côtés. D'ailleurs, je l'avais résumé, cette historiographie, par une formule « occulter si possible, exagérer si nécessaire ». Ce qui veut dire en clair qu'on a régulièrement occulté tout ce qu'on pouvait de bien apporté par la France, et réciproquement d'ailleurs, parce que souvent j'ai traité des liens, ce que la France a apporté à la Suisse, dans des expositions, ce que la Suisse a apporté à la France, et donc réciproquement, mais et exagéré, parce qu'on a bien entendu vraiment exagéré tous les aspects négatifs, en particulier sous la Révolution, et surtout sous Napoléon. Bonaparte, qu'il soit Napoléon Bonaparte et ensuite l'empereur Napoléon. Parce que les Suisses, en fait, ont accompagné Napoléon, j'allais dire, du début à la fin. Le dernier serviteur de l'empereur, c'est Noverra. Je vais lui consacrer l'année prochaine une biographie pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et au tout début de sa vie, il a été chouchouté par un oncle qui s'appelle Fesch, Joseph Fesch, en Corse. Alors, vous remarquez peut-être que ce nom n'est pas très corse, hein, Fesch. C'est en fait une famille baloise qui a été au service de Gênes, de France, régiment de Bocard, et qui ont fait souche en Corse, où le père de ce cardinal avait épousé tout simplement la maman de Napoléon, le deuxième noce, et ce qui fait que, non, de la grand-mère plutôt, et ce qui fait que le cardinal Fesch était son oncle. Et d'ailleurs, si vous ouvrez la correspondance de Napoléon, vous savez, c'est 33 000 lettres. Hein, mais la première lettre, d'ailleurs je l'ai prise avec moi, la première lettre que Napoléon qu'envoie Napoléon Bonaparte, qui est à Brienne, alors si jamais je peux vous la faire passer, c'est amusant de regarder. C'est pour lui parler de sa vie à Brienne. Vous savez donc il est tout jeune, hein, on est en 1784 si je ne m'abuse. Et donc, les premières lettres, c'est aussi pour Paravicini, qui est un grison, qui est aussi installé là-bas. Donc, on peut dire que dès le début, il a eu de la Suisse dans les idées. Pourquoi ? Parce qu'il va être nourri par un auteur suisse que vous connaissez tous, et donc je ne vais pas présenter, Jean-Jacques Rousseau. Comme beaucoup des gens, c'est pas une nouveauté, beaucoup de ces personnalités, futures grandes personnalités, ont été nourris par Rousseau. Alors, il y a ceux qui aiment Voltaire, il y a ceux qui aiment Rousseau. Lui, il aimait Rousseau, c'est pour ça qu'il a beaucoup aimé Robespierre. Donc, les liens avec Robespierre sont dus essentiellement à Rousseau. Et ce matin, en me réveillant, je pensais à la conférence que j'allais donner. Je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que j'ai tout à coup écrit presque un petit poème. Les Suisses, au fond, sont au cœur des grandes peurs de Napoléon. Parce que non seulement ils l'ont accompagné toute sa vie, mais il a eu peur des Suisses, des Suissesses même, d'une Suissesse que vous connaissez tous, naturellement, et toutes, c'est Madame de Staël, mais il a aussi très peur avec d'autres Suisses qui l'ont combattu ou qui l'ont accompagné. Alors, un des grands moments, naturellement, de sa vie, donc voilà, le cardinal Fesch, naturellement, bien sûr, là, c'était Necker, voilà, c'est le moment de la Révolution. Napoléon ne participe pas vraiment au début de la Révolution, mais il va être spectateur d'un moment absolument dramatique de la Révolution. C'est la fameuse journée du 10 août 1792 qui voit la chute de la monarchie.
Vous savez, c'est le moment où il va dire pour Louis XVI chez Coglione, qui est un imbécile, parce qu'il voyait que ce n'était pas un roi soldat. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne s'est pas battu le 10 août, il a été simplement spectateur, il est chez un de ses amis, Fauvelas, mais il est bien placé. Hein. Je ne sais pas si vous situez un peu l'Arc de Triomphe près des Tuileries, qui est là. Et ben, il y avait un bâtiment là, et donc il a assisté au combat du 10 août. Et ça l'a vraiment fortement impressionné. Vous savez que quand même, Napoléon, il a connu beaucoup de batailles, beaucoup de guerres, beaucoup de boucheries carrément, mais celle-là, ça l'a traumatisé. Ça lui a donné une peur bleue du peuple. Il s'est toujours méfié toute sa vie de ce que le peuple pouvait faire quand qu'il n'était pas contrôlé. Et ça explique beaucoup d'éléments de sa propre attitude. Alors, c'est là d'ailleurs, il décrit les scènes. On a des scènes vraiment extraordinaires quand il dit que les femmes se livrent, les femmes révolutionnaires se livrent aux pires indécences sur le corps de ses soldats. Voilà, là aussi, c'est son lien avec les femmes qui est très compliqué à Napoléon. Avec Madame de Staël, on sait quelque chose. Mais c'est lui aussi qui a écrit à ce moment-là que jamais aucun de ses combats ne lui avait donné l'impression que lui avait procuré ce combat du 10 août. Donc ça a été quelque chose d'important, et aussi pour sa vie ensuite dans ses relations avec la Suisse, parce qu'il s'est très bien rendu compte, là, que ces soldats suisses qui combattaient avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de fidélité, au nom de la parole donnée, pour lui c'était l'idéal du militaire, naturellement. Le militaire qui va combattre jusqu'au bout, même si la cause est perdue, et d'ailleurs il le voudra toute sa vie, avoir des Suisses à son service. C'est une de ses constantes. Il veut être entouré de soldats suisses. Mais pas seulement. Hein. Vous allez voir qu'il y a des intellectuels, il y a des financiers, il y a des banquiers. Ils s'entourent de tout ce qui peut de lui comme Suisse. Donc c'est assez étonnant de ce côté-là. Donc Napoléon assiste à la journée du 10 août, et ensuite, d'ailleurs, il est confronté à un personnage qui s'appelle Pache. Pache, ça vous dit rien. Il est d'Oron, la ville. C'est l'un des premiers maires de Paris, celui à qui l'on doit la devise liberté, égalité, fraternité sur les frontons des mairies. Et Pache va devenir ministre de la guerre, donc il va l'approcher au tout début de sa carrière, mais Pache va toujours s'en méfier, et même quand Napoléon Bonaparte deviendra premier consul, il enverra son ami Monge, qui est aussi un ami de Pache, mais Pache, qui est un républicain foncièrement athée, ne veut absolument pas entendre parler de ce Napoléon Bonaparte qui s'apprête à faire un concordat avec les catholiques. D'ailleurs, c'est un point commun qu'il a aussi avec Madame de Staël, qui, paraît-il, n'avait pas du tout apprécié ce lien qu'il avait avec le catholicisme lors du rétablissement de la religion du plus grand nombre, celle des catholiques. Alors, Bonaparte va bénéficier de plusieurs Suisses qui vont vraiment être très importants dans sa vie. Je ne sais pas si vous étiez tous là pour la conférence d'Olivier Meuvely, mais il vous a parlé du grand Haller, hein, et puis Haller, le restaurateur. Mais il y en a un qui se glisse entre les deux, c'est le neveu du grand Haller, qui s'appelle Emmanuel Haller. Je suis sûr que ça ne vous dit rien du tout, Emmanuel Haller. Hein. Il y a quelqu'un qui connaît Emmanuel Haller? Il a été complètement occulté par l'histoire. C'est une sorte de financier, mais surtout quelqu'un qui, qui va mettre l'art du pillage au profit de Napoléon. Napoléon lui doit en grande partie sa fortune. Vous savez que Napoléon, lors des guerres d'Italie, va pas se gêner pour se servir au passage, mais pas directement. Et c'est son fameux Emmanuel Haller, 1747-1833, qui va l'aider. Haller avait introduit la dilapidation à l'armée d'Italie, a pu écrire Rivarol. Il a été employé par Bonaparte très rapidement, et c'est lui d'ailleurs qui va contribuer à mettre à sac Rome et le Vatican, par exemple, en 1798. Donc, je subodore que pas mal d'œuvres, vous savez, si vous allez à Ajaccio, vous avez les œuvres du cardinal Fesch. Je ne sais pas, là je m'avance un peu, mais je me demande s'il n'y a pas quelques-unes qui ont été prises à ce moment-là par le fameux banquier Haller. Il l'aimait beaucoup, cet Haller,
Et au point qu'en 1800, vous savez, quand Napoléon Bonaparte, premier consul, passe par le Grand Saint-Bernard, il fait une petite tournée en Suisse et il s'arrête à Lausanne pour manger avec son ami Haller. Il avait une belle maison à côté de Montrepos, le domaine de Montrepos, qui était la propriété de Villamont. Je ne sais pas s'il y a des Lausannois parmi vous et ça dit quelque chose. Et donc, il l'accueille à bras ouverts. Le problème, c'est qu'après, comme il était dans des troubles, des choses un peu troubles, notre Haller, donc Napoléon Bonaparte, une fois devenu empereur, avait quelque peu oublié ces gens qui avaient servi, qui lui avaient contribué à faire sa fortune. Parce qu'il ne faut pas oublier que Napoléon Bonaparte est parti de pratiquement rien. À un moment donné, il était très pauvre. Et d'ailleurs, si je vous dis que Napoléon, sa richesse a été faite par Haller, mais il a été aussi soutenu quand il était très pauvre par une dame, puisqu'on aime bien parler aussi des femmes qui ont joué un rôle. C'est là aussi quelqu'un que vous ne connaissez sans doute pas, c'est Madame Agier. Alors Madame Agier était une Suissesse, une Vaudoise installée à Valence, et qui, du temps où Napoléon Bonaparte n'avait pas un sou, dans les années 1795, juste avant les campagnes d'Italie, eh bien, l'avait aidé. Alors Napoléon Bonaparte sera très reconnaissant et en 1797, vous savez qu'il a fait un fameux voyage à travers la Suisse, depuis Genève, Lausanne, le bord du lac de Morat, tout ça pour aller au congrès de Rastatt au mois de novembre. Eh bien, il prend la peine de s'arrêter chez Madame Agier, et qu'il y avait d'ailleurs pour lui des petits surnoms très, très, très rigolos, mon nounours, des petits trucs amusant, puis lui avait bien sûr demandé de ne plus l'appeler ainsi parce que ça faisait un petit peu mauvais genre au moment où... Mais il lui a donné une pension qu'elle va toucher jusqu'à la fin de sa vie. Alors, pour être, là on était un peu dans l'anecdote, mais il va être servi par d'autres banquiers, des gens. Alors, attendez, je vais vous montrer quelques images, parce que j'étais un petit peu vite. Voilà la journée donc, du 10 août, j'avais pris le combat, et puis il y a un dessin où on le voit, bon, c'est une mauvaise photo, mais c'est faux, hein, il n'a jamais été à l'intérieur du château des Tuileries, mais là on le voit, c'est dans un tableau qui se trouve dans le sud de la France, et on connaît tellement peu l'histoire, c'est que dans une exposition à Arras, il était dit qu'il avait assisté à l'attaque du palais des Tuileries au massacre des 100 Suisses, alors que c'était naturellement la garde suisse. Les Français connaissent très mal l'histoire de la Suisse. Donc vous voyez ce massacre, vous en avez là voilà, le futur château des Tuileries. Pache, voilà, c'est le fameux Pache. Alors, il peut compter sur beaucoup de banquiers suisses. Parce que vous savez, la banque suisse installée à Paris, c'est quelque chose d'important. Il y a Herbert Luty, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un historien en 1959 qui a fait une grande thèse sur la banque protestante à Paris. Et il décrit les banquiers suisses comme des gens, bien sûr, très pragmatiques et qui, n'aimant pas le désordre, avaient d'abord soutenu la Révolution. On voit beaucoup de banquiers suisses. Le désordre, en 1789, c'est Louis XVI et la cour, curieusement. Mais la Révolution s'avançant avec le Directoire, eh bien, ces banquiers qui sont des gens comme Pergaud, comme Oettinger, comme Delessert, des Châtelois, des Vaudois, des Zurichois, il y en a vraiment toute une panoplie, eh bien, c'est des gens qui détestent le désordre aussi quand il est révolutionnaire, et donc quand ils voient apparaître sur la scène publique ce Napoléon Bonaparte, ils se disent que c'est bien là l'homme de la situation qui va rétablir un peu d'ordre. Donc ils vont soutenir à fond le coup d'État du 18 Brumaire, avec l'aide bien entendu d'un ami commun qui est Talleyrand, qu'on va retrouver durant toute l'histoire, dans tous les camps possibles, imaginables. Eh bien, la révolution va s'achever grâce aussi à ces banquiers suisses qui voulaient qu'elle s'achève et qui vont financer le nerf de la guerre, le 18 et 19 plutôt d'ailleurs, parce qu'on parle toujours du 18 Brumaire, mais c'est plutôt le 19 Brumaire dont on devrait parler. Et ils vont être récompensés. Mais d'ailleurs, parce qu'il en a besoin, Napoléon Bonaparte. C'est eux qui vont solidifier le Front Germinal, c'est eux qui vont créer
la Banque de France en 1800, tout simplement. Hein. Ce sont les Suisses, les banquiers suisses qui vont faire cela. Et Napoléon fera de ces gens-là les premiers régents. Sur les 15 premiers régents de la Banque de France, vous avez une majorité de banquiers suisses. Et d'ailleurs, ils vont être anoblis. Pergaud, quand il va mourir, le père, il y aura le fils aussi qui va jouer un rôle, eh bien, va se retrouver au Panthéon, tout simplement. Delessert va créer d'ailleurs l'industrie sucrière, hein, sucrière, le sucre de betterave. Donc, vous voyez, des gens qui vont jouer un rôle très important. Vous les retrouverez d'ailleurs en 1814 aussi, mais cette fois, parce que Napoléon représente le désordre exactement dans l'autre camp, parmi les adversaires de Napoléon. C'est ça qui est passionnant, c'est de voir que ces gens-là ont une constante. Ils détestent, encore une fois, le désordre. Et en 1814, le désordre, c'est Napoléon. Donc, quand les Alliés arrivent pas loin de Paris, eh bien, Marmont, le fameux maréchal Marmont qui a, dit-on, trahi Napoléon, eh bien, il avait épousé une Perregaux. Et c'est dans l'hôtel de Perregaux que l'on va négocier la reddition de Paris. Donc vous voyez le lien avec la Suisse. Donc amis, ennemis, et des fois ce sont les mêmes. Ça c'est assez étrange de voir cela. Donc nous avons beaucoup de militaires qui vont s'intéresser à Napoléon très vite, hein, bien entendu. Je vous ai parlé de la campagne d'Italie avec des gens qui étaient des financiers, mais alors lui, comme il adorait ces Suisses, il y en a certains qui étaient vraiment très très proches. Vous avez par exemple le général de la Harpe. Alors, ne pas confondre avec Frédéric César de la Harpe, qui sera l'un des co-créateurs en 1798 de la République helvétique. Là, c'est Amédée de la Harpe, qui va mourir en 1795 à la bataille de Codogno, donc en Italie du Nord, et qui était un homme d'une fidélité absolue et d'une honnêteté aussi qui était très grande, ce qui à l'époque était très rare dans l'armée française. Mais c'était un protestant, tout comme Boineau. Alors Boineau, ça c'est un personnage extraordinaire. C'est ce qu'on pourrait appeler des organisateurs de la victoire, parce que c'est lui qui s'occupait de l'intendance. C'est lui qui va organiser la campagne du Saint-Bernard. L'intendance suivra, disait le général de Gaulle ou Napoléon, je ne sais plus. Et lui, par contre, c'est lui qui s'occupe pour qu'elle suive réellement. Boineau va jouer un rôle très important tout au long de l'épopée napoléonienne, mais il est en coulisses, donc il est relativement peu connu. Vous avez sa tombe au cimetière du Montparnasse à Paris. Alors, bien sûr, j'ai quelques photos d'ailleurs à vous montrer pendant que j'y pense. Ça, c'est pour plus tard. J'ai un petit peu mélangé. Attendez. Voilà. Là, vous avez la harpe, avec, vous voyez, leur nom sur l'arc de triomphe. La harpe, Régnier. Alors, Régnier, Régnier, Boineau. Alors, c'est des gens... Régnier, c'est un personnage aussi extraordinaire. C'est lui qui a tué en duel le général d'Estaing, l'ancêtre de Valéry Giscard d'Estaing, au bois de Boulogne, ce qui lui vaudra un petit peu de purgatoire. Mais c'est celui qui a permis à Napoléon de vaincre à plusieurs reprises, notamment lors de la campagne d'Égypte. C'est le vainqueur des pyramides, le vrai vainqueur des pyramides. Bon, il y en a plusieurs qui ont joué un rôle, mais lui, il a joué un rôle vraiment essentiel, que les Français généralement occultent dans leur histoire de la bataille des pyramides, c'est Régnier. Régnier va jouer aussi un rôle important lors de différentes campagnes qui vont suivre, et il sera fait prisonnier, il sera d'une fidélité absolue à Napoléon, et il sera fait prisonnier en 1813 à la bataille de Leipzig. Pour vous montrer l'importance que des gens comme ça avaient pour Napoléon, vous vous rendez compte que Régnier va pouvoir rentrer en France lors d'un échange en février 1814. Vous vous rendez compte que Napoléon, en février 1814, il a d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'un de ses grands militaires. Régnier va mourir des suites de son incarcération dans les geôles autrichiennes. Et Napoléon, nous sommes donc en février, fin février 1814, donc quelques semaines avant la chute de Napoléon, il prend le temps de le faire enterrer au Panthéon.
voyez, donc c'est assez révélateur. C'est pour ça que vous avez, si vous allez au Panthéon, vous avez un carré protestant composé de c'est un peu un assemblage un peu curieux de financiers et de militaires suisses. Alors, Napoléon donc aimait beaucoup ses militaires, c'est pour ça qu'il voudra absolument des Suisses à son service. Naturellement, et c'est pour cela qu'on va rétablir en 1798 les demi-brigades helvétiques et qu'en 1803, bien sûr, on rétablira le service de France un peu sous le style qui pouvait exister en apparence sous Louis XVI. Il y aura quand même 4 régiments suisses au service de Napoléon, 32 000 Suisses qui vont servir Napoléon. Il faut quand même le souligner, c'est énorme. Donc 4000 Vaudois, je vous laisse faire le calcul par rapport à la proportion de la population. Il n'y a pas une famille qui n'avait pas quelqu'un au service de Napoléon. Et Napoléon tenait beaucoup d'ailleurs aux Vaudois, il avait beaucoup d'admiration pour les Vaudois, il a d'ailleurs soutenu à bout de bras l'existence du canton de Vaud, et quand Reding, un Schwytzois, vient le trouver pour dire qu'il faut rendre le canton de Vaud à Berne, il avait répondu que le soleil reviendrait plutôt d'est en ouest que le canton de Vaud au canton de Berne. Donc il a soutenu bec et ongle. Et d'ailleurs, il a raison, puisque ces Suisses l'ont beaucoup protégé, d'ailleurs souvent pour protéger ses arrières. Curieusement, il n'y a pas la bataille d'Austerlitz pour les Suisses. Mais par contre, vous aurez la bataille de Beilen, vous aurez la bataille de Polotsk, vous aurez surtout la Bérésina, bien sûr, que vous connaissez tous. Et une autre bataille que personne ne connaît, pourtant où les Suisses ont joué un grand rôle, vous savez laquelle c'est? C'est Trafalgar. Il y a eu des Suisses à Trafalgar, donc en 1805, la bataille de Trafalgar. Il y avait un bataillon du 1er régiment suisse qui s'était retrouvé aux Antilles, qui était revenu en catastrophe avec l'amiral Villeneuve, et qui était à bord de l'Algésiras, et commandé par un Techterman de Bionance, donc un fribourgeois. Et c'est quand même 500 hommes qui sont littéralement partis à l'assaut du navire amiral Collingwood. Et ils ont combattu tellement bien que, même vaincus, ils ont réussi à reprendre lors d'une tempête le contrôle de leur bateau. Et c'est le seul navire français durant cette bataille de Trafalgar qui a pu regagner le port. Donc vous voyez, au sein de cette défaite absolue, vous avez des Suisses, comme on retrouve naturellement des Suisses à la bataille de la Bérésina. Et je rappelle toujours que si les Suisses n'avaient pas été là, Napoléon aurait été sans doute fait prisonnier à la bataille de la Bérésina. Parce que la bataille de la Bérésina, vous connaissez tous l'expression, c'est une Bérésina, mais c'est plutôt positif, parce que Napoléon, il arrive à traverser, il arrive à regagner Paris dans des conditions rocambolesques, certes, il reste quasiment plus rien de son armée, mais bon, vous me direz, s'il avait été fait prisonnier, on aurait peut-être gagné 1 année et demie de combat inutile, mais disons qu'en l'occurrence, grâce aux Suisses, et aussi grâce un peu il y avait aussi des Polonais, il a pu réussir à passer et à regagner les Tuileries, et il a pu fêter le Noël avec sa famille en 1812. Donc, tout cela pour vous dire que les Suisses ont vraiment joué un rôle immensément important comme militaire, mais aussi naturellement, donc là je vous ai parlé de Régnier, comme il y a aussi Jomini, bien entendu, hein, parce que généralement j'oublie Jomini, parce que j'aime pas beaucoup moi personnellement, alors généralement je l'oublie, mais lorsqu'il y a des questions après on me dit mais vous avez plus pensé à Jomini. Alors, Jomini est un personnage absolument curieux qui a commencé sa carrière en tant que fribourgeois, puisqu'il était de Payerne à 20 ans, et qui, vous savez qu'on l'avait appelé, surnommé le devin de Napoléon, et en effet, il devinait, c'était vraiment un fin stratège, et Napoléon, d'ailleurs, l'admirait beaucoup. Il en avait même un peu peur, parce qu'il pouvait lui dire d'avance où il allait se positionner avec son armée, et puis, bien entendu qu'il en voulait un peu à Napoléon parce qu'il n'avait pas eu il était très jalousé par le maréchal Ney et par d'autres. Donc, on lui en voulait beaucoup de ce qu'il était. D'ailleurs, c'était une forte tête. Je crois que c'était quelqu'un d'absolument peu
sympathique. Et Napoléon, dans son esprit de synthèse, a pu écrire, quand il est passé à l'ennemi, parce qu'on lui a dit, voilà, c'est un traître. Non, il n'a pas trahi ses drapeaux, comme Pichegru, Augereau, Moreau, Bernadotte. Il avait à se plaindre d'une grande injustice. Il a été aveuglé par un sentiment honorable. Il n'était pas français. L'amour de la patrie ne l'a pas retenu. Vous avez remarqué d'ailleurs que dans sa façon de s'exprimer, Napoléon est un esprit de synthèse. Hein. C'est un esprit qui arrive à... Il n'y a pas un mot de trop dans la correspondance de Napoléon. Quand vous lisez ses textes, c'est vraiment étourdissant de voir comme il parle et comme il écrit, même si après coup, bien entendu, ces textes ont été un petit peu arrangés. Alors bien entendu, Napoléon n'a jamais oublié les Suisses et s'est beaucoup occupé de la Suisse. Alors dès le départ, d'ailleurs, on lui doit en grande partie l'invasion du territoire suisse en 1798. Il faut dire aussi que si vous avez assisté à la conférence d'Olivier Meuvely la semaine dernière, il vous a expliqué que la Suisse était dans un drôle d'état, qu'il y avait certes des gens qui voulaient réformer la Suisse, mais qu'en fait ils n'étaient guère écoutés, que la Suisse entre 1789 et 1798 a eu quand même 9 ans pour se réformer, qu'elle était dans la totale incapacité, parce qu'il faut bien se dire que la Suisse de l'Ancien Régime, elle est faite de briques et de brocs. Hein. Je vous rappelle qu'il y avait 13 cantons, des territoires alliés, des territoires sujets. Tout cela tenait que par l'habitude, une diète, on ne parlait qu'en allemand, et que ça ne pouvait pas tenir éternellement, et que le sort que la Pologne avait subi à la même époque aurait pu être celui qui était réservé à la Suisse s'il n'y avait pas eu cette France qui, non pas parce qu'elle aimait particulièrement la Suisse, parce qu'elle lui tenait à cœur, mais parce que la Suisse était stratégiquement d'une grande importance pour la France et qu'il valait mieux qu'elle s'occupe elle-même plutôt qu'on ait à l'occuper. Et d'ailleurs, ça, c'est la grande erreur de Napoléon. C'est qu'il a poussé pour ses ambitions personnelles sur l'Italie du Nord à envahir le territoire suisse. Ça, c'est un énorme crime c'est un des crimes qu'il a pu commettre contre la France, parce qu'il a ouvert potentiellement un boulevard pour les envahisseurs étrangers, à cause du plateau suisse, naturellement, la trouée de Belfort. Tant qu'on pouvait neutraliser le territoire suisse, c'est-à-dire la soustraire à l'influence de l'Autriche, de la Prusse, c'était parfait. La neutralisation de la Suisse a toujours profité à la France, qui sur une longue durée l'a toujours favorisée. Et Napoléon Bonaparte, parce qu'il a des visées sur l'Italie du Nord, veut absolument une route à travers le Valais. Cette fameuse route après qui mène au Grand Saint-Bernard. Et bien ensuite, quand il va faire la construction du Simplon, naturellement. Et parce qu'il a une vision méditerranéenne, Napoléon. C'est ça, hein, on dit empereur des Français, mais je pense qu'il était d'abord, quand il sera ensuite roi d'Italie, il devait se sentir presque plus roi d'Italie qu'empereur des Français. J'ai un peu l'impression que j'en ai. Et donc, pour pouvoir arriver à ses fins, eh bien, il fallait... comment on disait déjà du temps de l'Union soviétique, normaliser les relations entre la France et les cantons suisses. D'où cette invasion qu'il a favorisée, à laquelle d'ailleurs a tenté de s'opposer Madame de Staël. Hein, parenthèse, Madame de Staël a approché beaucoup de Français, y compris, je crois, un peu Napoléon Bonaparte. Mais Napoléon Bonaparte n'était pas au pouvoir à l'époque, c'était encore le Directoire. Mais il n'empêche qu'il a quand même tout fait pour inciter la France à attaquer la Suisse. Et ça, c'est une de ces grandes erreurs, parce que les Français ont failli le payer cash dès 1799 à la première bataille de Zurich. Si elle avait été à la deuxième bataille de Zurich, si elle avait été perdue, c'est par le plateau suisse qu'on aurait envahi, les forces étrangères auraient envahi le territoire français et auraient là réduit à néant tous les espoirs des Français de se maintenir comme grande puissance à ce moment-là en Europe. Et donc Napoléon, après, quand il arrive au pouvoir, eh bien, il est très encombré par le principe qu'il a lui-même encouragé à instaurer, parce qu'il s'est bien rendu compte que cette République helvétique, Olivier Meuvely vous en a parlé la semaine dernière, n'était pas viable, tout simplement pas viable. Et donc, ça n'a créé que potentiellement des guerres civiles qui étaient latentes, et donc, il ne sait vraiment pas comment régler la question suisse. C'est pour ça que dans un premier temps, il fait une conférence à Paris, que nous avons, il y a Marc Schuder qui est ici présent, hein, qui s'occupe des salons du Four, et puis on a publié un ouvrage, un mémoire
mémoire de Gérard Benz sur la constitution de la Malmaison. Alors je pense que ça ne vous dit rien du tout, la constitution de la Malmaison non plus, parce qu'on en a très très peu parlé dans l'historiographie suisse. C'est pourtant la matrice de toutes les constitutions futures de la Suisse. Les Suisses étaient tellement divisés qu'il essaye, Napoléon Bonaparte, de trouver une solution pour le pays. Et donc on est en 1801 et on réunit pas mal de délégués dans un premier temps, et puis on fait un traité de la Malmaison, qui est un peu, comment dirais-je, un mi-parcours entre une république centralisée et une république fédéraliste. Alors forcément, quand on met pile au milieu, généralement ça déplaît aux deux camps. Donc cette constitution de la Malmaison, elle a été rejetée aussi bien par les unitaires favorables de la République helvétique et les partisans du fédéralisme, c'est-à-dire le retour à l'ancien régime. Mais c'est quand même étonnant que Napoléon va remettre le métier, l'ouvrage sur le métier. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière parce que c'est là que vous allez avoir les images. Il voit bien qu'il n'y a pas de solution et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un congrès de la dernière chance pour les Suisses. Alors, la République helvétique est sur le point de s'écrouler. On est en 1802. La France a retiré ses troupes et Napoléon se positionne comme médiateur de la Suisse. Et c'est assez étrange de voir que la question italienne, la consulta de Lyon, qui s'est déroulée juste avant, ça prendra 3 semaines. Et là, il va mettre 3 mois. Alors vous savez, vous connaissez Napoléon, le temps chez Napoléon, la vitesse à laquelle il va dans toute sa vie, ça a été. Et là, c'est une des rares fois dans son existence où il va utiliser autant de temps pour régler une question, un problème, la question suisse. Il va y mettre vraiment le paquet, il va s'intéresser, il va convoquer les plus grands spécialistes de l'époque, Roederer qui connaissait bien les Suisses, Barthélemy qui avait été ambassadeur de France en Suisse jusqu'en 1797, avant de rejoindre le directoire, et Napoléon va vraiment littéralement sortir quelque chose. Napoléon, c'est comme un ordinateur, hein, je le compare toujours à un ordinateur, c'est-à-dire il enfourne des données et il vous restitue quelque chose. C'est pour ça que à cette époque-là, ça fonctionne admirablement bien. Il est encore que premier consul. Une fois qu'il aura des courtisans, ça ne fonctionnera plus la même chose parce que les données seront fausses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il adorait s'entourer de Suisses, parce que les Suisses, ils y allaient cash, ils étaient bruts de décoffrage de ce côté-là, ils ne lui parlaient pas quand des gens comme justement Régnier, Boineau lui parlaient. D'ailleurs, ils n'hésitaient pas à lui dire qu'ils étaient contre l'Empire, et puis lui dit non, ne dites rien à Boineau, c'est un quaker, et un quaker, ça tient toujours parole, il me restera fidèle, même s'il est républicain. Et donc c'est tout à fait révélateur de ce positionnement. Et donc Napoléon va pendant des mois s'intéresser à la question suisse, rassembler toutes les gens qui avaient une compétence. Et ce n'était pas évident. Les Suisses eux-mêmes, certains Suisses ne voulaient même pas exister comme futurs cantons. Il ne faut pas l'oublier, ça. Les Tessinois, les futurs Turgoviens n'avaient envoyé absolument personne. Et ce qui va en sortir est absolument prodigieux. C'est-à-dire que l'idée de pluralisme, l'idée d'égalité entre les cantons, l'idée de redécoupage du territoire suisse pour que le canton de Berne ne soit pas trop puissant. On l'avait découpé littéralement en morceaux avec l'Argovie. On a même créé un canton d'Oberland à un moment donné. On va créer l'égalité des langues. Pour nous, ça paraît évident, le plurilinguisme à l'heure actuelle ici en Suisse, mais ce n'était pas du tout évident à l'époque. On ne parlait qu'allemand à la diète. Et si vous vouliez vous faire entendre, vous allez me dire peut-être qu'aujourd'hui aussi, mais on ne pouvait l'utiliser, légalement, on ne pouvait utiliser que l'allemand. Et c'est lui qui va créer une Suisse italienne, une Suisse française à égalité avec les autres composantes de la Suisse. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est absolument unique ce qui a été fait là. Le découpage est tellement bien fait qu'on n'y a pas retouché ensuite. Ce qu'a fait Napoléon en 1803, on n'y a pas touché. On a ajouté Genève, on a ajouté le Jura, et en plus, en commettant cette erreur formidable de ne pas créer à l'époque un grand canton, le Jura, mais de donner cette partie-là comme compensation à Berne en 1815, grave erreur que nous continuons à payer de nos jours, qui n'est toujours pas réglée, mais il n'empêche que l'idée est tellement géniale qu'il crée même un canton
l'Argovie et le Saint-Gall, pour séparer les frères ennemis qui sont Zurich et Berne. On perçoit qu'au XIXe siècle, le canton de Zurich, la ville de Zurich et le canton va devenir un canton très puissant. Donc pour l'affaiblir préventivement, vous vous rendez compte le sens de l'histoire, on crée le canton de Turgovie, qui ne voulait même pas exister, hein, et le Saint-Gall et l'Argovie. Donc pour bien encadrer le canton de Zurich. Pour dire que c'est quand même prodigieux. Et en effet, en 1815, en Europe, on va littéralement balayer l'œuvre napoléonienne, mais pas ça, parce qu'on s'était rendu compte que c'était vraiment ce qu'il fallait pour la Suisse. Et donc, voilà, vous avez là la remise de l'acte de médiation, le 19 février 1803. Je prépare d'ailleurs avec Georges André un petit ouvrage pour le savoir suisse sur cette question-là. Là, vous avez justement d'Afrique, vous voyez là. Si vous allez au château de Prangin, c'est le personnage là, vous le voyez en grand, c'est le fameux tableau d'Autun, je ne sais pas si vous le connaissez, les célébrités de la Suisse. Voilà le fameux PF qu'on trouve, qui ne veut pas dire pacte fédéral, mais peuple français. C'est pour ça, c'est rédhibitoire. On n'a jamais pardonné le fait que notre première grande constitution, qui est à la base, finalement, hein, heureusement il y a la malmaison, mais on n'en parle pas, eh bien cette fameuse acte de médiation s'est fait au nom du peuple français. C'est ça le drame de la Suisse. Et donc, voilà, on n'a pas du tout voilà, apprécié. Voilà la carte de la Suisse avant, c'est-à-dire vraiment un mélange avec des territoires alliés, tout ça. Et là, le territoire suisse. Alors, je rappelle aussi que le territoire suisse n'a pas été démembré par Napoléon, parce qu'aucun des territoires qui ont été annexés à la France ne faisait partie officiellement de la Suisse avant 1798. Le Valais était un État allié. Genève était un État allié de quelques cantons en plus. Mulhouse était allié qu'avec 3 cantons et l'évêché de Bâle. Alors c'est assez étrange de voir que la frontière, si vous regardez bien la frontière, je ne sais pas si on le voit là, voilà. Et, vous voyez, Napoléon a tellement été respectueux des frontières de l'ancienne Helvétie, de l'ancienne Confédération, que les enclaves de l'autre côté du lac de Bienne n'ont pas été annexées. Clairès, tout ça, ou bien les enclaves soleroises en territoire français tout au nord. Vous savez, si vous vous baladez, il y a Bâle-Campagne, il y a Bâle-Ville plutôt. Bâle-Campagne qui a des territoires, il y a Flux dans le canton de Soleure. Il y a 3-4 enclaves là qui n'ont pas été annexées par la France parce que la France, Napoléon n'a pas touché à respecter le territoire des 13 cantons. Il n'y a pas touché. Tout ce qui a été annexé, c'est le reste. Par contre, il a fait quelques beaux cadeaux à la Suisse. Et ça, on n'en parle jamais. C'est le Fricktal. Le grand cadeau, c'est ça, ce territoire-là. Vous voyez, ça a l'air de rien. Nous sommes à l'est de Bâle. Le Fricktal, ça s'appelle l'Autriche antérieure. Une véritable épée de Damoclès de l'Autriche sur la Suisse. Vous savez que l'Autriche n'avait jamais reconnu l'indépendance de la Suisse. N'avait pas d'ambassade en Suisse, c'est avec le roi de France qui avait une ambassade, parce que l'Autriche, c'est les Habsbourg, leur lieu d'origine, c'est là, ils n'avaient jamais pardonné ce qui s'était passé au XIVe siècle, donc ils n'avaient jamais reconnu. Et Napoléon Bonaparte a une idée géniale au traité de Lunéville en 1801, au moment de signer le traité, il dit « Ah ben tiens, pendant qu'on y est, on va reconnaître tous les deux, vous l'Autriche et nous la France, la République helvétique ». Puis les Autrichiens, comme on dit dans le canton de Fribourg, n'ont pas vu passer le puck et ils ont signé la reconnaissance au traité de Lunéville de l'existence de la Suisse en tant qu'État indépendant. Et c'était la première fois qu'elle le faisait. On a aussi acquis 2 enclaves, c'est Taraspes et Résouns aux portes de Coire. Hein. Là aussi, des épées de Damoclès au cœur même des Grisons. D'ailleurs, souvent, il y avait le conseiller fédéral, l'ancien conseiller fédéral que vous connaissez tous. Comment il s'appelait déjà, celui qui a été l'UDC Blocher, voilà. Blocher, qui me disait un jour « Ah, Napoléon, le mal qu'il a fait aux Grisons ». Alors, je lui rappelais que son château de Résouns serait toujours autrichien s'il n'y avait pas eu Napoléon pour l'agréger au canton des Grisons en 1809 au traité de Vienne. Donc, pour vous dire que ça joue donc un rôle très, très important.
là, je pourrais. C'est dommage parce que j'aurais dû proposer à Madame Benley 10 conférences sur ce thème parce que chacun pouvait faire l'objet d'une conférence. Et là, malheureusement, je dois aller un petit peu vite et à mon grand regret. Alors, bien entendu, il faut que je parle, si je retrouve mes feuilles, de Madame de Staël, bien entendu. Madame de Staël et Napoléon, c'est une curieuse relation. Je me suis un petit peu penché sur elle. Elle dit toujours qu'elle a toujours dit du mal de Napoléon. Ce n'était pas du tout le cas au début, visiblement. Elle était elle pensait que ça serait l'homme de la situation. Et je pense fondamentalement qu'entre eux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont exactement perçu ce que l'autre était fondamentalement. Et ça, c'était insupportable aussi bien pour elle que pour lui. Napoléon l'avait vraiment décrit en des termes assez étonnants. Je ne sais plus où j'ai mis mes feuilles, mais bon. Et là, vraiment, on est dans des personnalités assez troublantes, les échanges entre les deux. Il paraît-il qu'elle avait dit du mal de Joséphine, beaucoup de mal de Joséphine dans une lettre, et que c'est pour cette raison-là qu'il lui avait tellement mal répondu quand elle avait absolument voulu le voir, et qu'elle disait que son idéal féminin, c'était une femme qui restait à la maison, qui s'occupait des enfants. Vous savez, c'est son côté méditerranéen, naturellement. Et entre les deux, vraiment, il y a eu des échanges. Moi, j'ai été époustouflé en tombant sur sa correspondance, alors qu'il est en pleine guerre contre la Prusse, en 1807, à Poloutz, où il écrit, il écrit à son ministre Fouché pour lui dire qu'il faut absolument laisser Madame de Staël très loin de Paris, l'empêcher de s'approcher de Paris. C'est pour ça que je vous parlais de grande peur tout à l'heure. Ces peurs de Napoléon liées aux Suisses. Je crois que la seule personne dont il ait eu vraiment peur, c'est de Madame de Staël. Ça, c'est vraiment frappant de voir ça. Il en avait vraiment une trouille. On le sent, ça perce à travers sa correspondance. Quand vous voyez le nombre de fois où il intervient auprès de son ministre pour être sûr. En même temps, il a tellement peur qu'il ne veut pas la persécuter, parce que sinon elle va être auréolée de la gloire du martyr. Donc il la maintient à distance tant qu'il peut. Il l'empêche. Il faut dire aussi qu'elle ne l'a vraiment pas ménagé dans ses différents ouvrages, où elle vante les mérites de l'Allemagne, de l'Angleterre, Delphine, enfin tous ces fameux textes où elle est extrêmement, finalement, dure pour la France qui s'est donnée à Napoléon. Et donc, son histoire de la Révolution aussi est assez accablante. Là, on voit bien qu'on a affaire à une personnalité qui... Les deux ne pouvaient bien entendu pas du tout s'entendre. En plus, Napoléon était persuadé qu'elle avait manipulé Benjamin Constant. Il comptait beaucoup sur Benjamin Constant. Et il s'est senti trahi. Vous savez, le fameux 5 janvier 1800, au tribunal, lorsqu'il y a eu ce fameux discours de Benjamin Constant, qui était le seul opposant. Et puis, elle était assez... elle s'est pas du tout rendue compte qu'elle n'était pas dans capacité de vraiment de s'opposer à lui. Le soir même, il y avait un repas chez elle. Elle était toute étonnée de voir qu'une dizaine de personnes de ses convives s'étaient excusées au dernier moment suite à l'intervention de Benjamin Constant au tribunal. Donc ça, il ne lui a jamais pardonné. Alors bon, là encore une fois, comme tout à l'heure je le disais pour certains personnages, vous vous souvenez quand même qu'en 1815, eh bien c'est quand même Benjamin Constant qui d'ailleurs sera considéré comme une des girouettes, une des fameuses girouettes, puisque après le 19 mars 1815, il écrit encore dans un journal que tout ce qu'il peut dire de méchant contre Napoléon, et le lendemain, après l'arrivée de Napoléon aux Tuileries, voilà, il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être la capacité de faire quelque chose avec ce nouveau régime qui pourtant est perdu d'avance, et il sera un des auteurs des actes additionnels aux constitutions de l'Empire. C'est quand même en 1815, donc c'est quand même assez étonnant. Voilà encore une fois l'exemple d'un Suisse qui a joué un rôle jusqu'au bout avec Napoléon. Alors, je vous parlais des opposants à Napoléon. Il n'y a pas que Madame de Staël. Vous avez aussi la famille Reding, par exemple. Si on était à canton de Schwytz, j'aurais bien sûr insisté sur elle. Napoléon disait que partout où il allait, il tombait sur un Reding. Il y a eu un Reding qui était un défenseur du 10 août. Il y a eu un Reding qui a été le vainqueur de Beylen. Vous savez que la première défaite terrestre de Napoléon, il y a eu Trafalgar,
pour la mer, mais la première défaite terrestre de Napoléon, c'est au mois de juillet 1808 à Beylen, où ce sont des Suisses commandés juste, enfin des Suisses et d'autres troupes, mais des Suisses fidèles au roi d'Espagne d'avant, bien sûr, pas le nouveau imposé par Napoléon qui n'était autre que son frère, eh bien, qui va faire prisonnier l'armée française dans son intégralité lors de combats qui se sont déroulés du 18-19 juillet 1808 à Beylen. Et c'était Reding qui les commandait. Alors, ça a été d'ailleurs une très grande souffrance pour les Suisses parce qu'ils se sont retrouvés sur les fameux pontons près de Cadix, prisonniers des Espagnols qui leur ont mené la vie dure. Et ça, les Suisses ont d'ailleurs eu très peur parce que c'est pour ça qu'ils ont redoublé de fidélité après, parce que c'est ceux qui étaient les vainqueurs de Napoléon, là, des troupes de Napoléon, même si Napoléon n'était pas présent physiquement, eh bien là, il a senti le vent du boulet et il en a beaucoup voulu aux Suisses. D'ailleurs, le gouvernement suisse avait ordonné aux Suisses de rentrer, bien sûr, ce qu'ils n'ont pas du tout fait. Alors, je m'avance un petit peu vers la fin de l'histoire. Nous sommes en 1814. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces derniers défenseurs, comme Régnier qui revient en 1814, ceux qui l'ont combattu. Mais les Suisses vont rester fidèles jusqu'au 15 mars 1814 à Napoléon, date à laquelle la diète suisse, voyant que c'est perdu, généralement on attend toujours que on soit sûr que c'est perdu, pour rapatrier, ordonner aux Suisses plutôt de ne plus servir Napoléon. Mais là aussi, comme je vous ai dit, ça s'est préparé dans les salons feutrés de Périgueux. Et en 1814, c'est la chute de Napoléon. Mais en 1815, le retour de l'Aigle, eh bien, il va retrouver des Suisses à son service. Et là, vous allez les retrouver dans les deux camps. Alors, la Suisse est un excellent baromètre des relations internationales. En 1815, c'est une aventure. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup Napoléon. J'aime beaucoup Bonaparte. C'est un excellent ordinateur. Mais après, le logiciel, il est vraiment faussé par les données qui sont fausses. Et en 1815, c'est peut-être beau ce vol de l'Aigle. Hein, c'est magnifique. Mais c'est un crime contre la France. Il va la rendre plus petite qu'il ne l'a reçue. Les Français vont perdre leur fameuse forteresse de Landau, par exemple, de Philippeville, tout au nord, Sarre-Louis, qui vont peser lourd dans les décennies qui suivent. Et les Suisses ont tout de suite perçu que c'était perdu pour Napoléon. Tout de suite. Même si certains vont rester à son service jusqu'au bout. Alors vous avez par exemple le fameux bataillon Stoffel, qui est 500 hommes, qui vont se battre bec et ongle à la bataille de Wavre. Nous sommes le 18 juin, c'est-à-dire le même jour que Waterloo, juste à côté de Waterloo. Ils ont gagné sur le terrain, ils ont maintenu mais les Français ont perdu à Waterloo, donc c'est une victoire qui ne sert à rien. Et là, vous avez un moment assez étonnant, c'est que Napoléon a sans doute pris conscience que c'était perdu quand les Suisses qui étaient présents à Paris au mois d'avril 1815 refusent de le servir. Et c'est le fils du Landamman d'Affry, celui qui est... Je n'ai peut-être pas précisé suffisamment qui avait été le créateur de la Suisse nouvelle en 1803. C'est son propre fils Charles d'Affry qui commande les troupes présentes à Paris, qui est reçu par Napoléon. Napoléon lui ordonne de le rejoindre et au lieu de lui dire Majesté, il lui dit Mon général. Et il lui dit maintenant, vous n'êtes plus l'empereur des Français. Mon gouvernement ne vous reconnaît plus et vous devez nous laisser repartir pour la Suisse. Et c'est exactement ce que Napoléon, qui veut se concilier quand même les bonnes grâces de la Suisse, va accepter. Mais en même temps, ça le perd complètement, parce que potentiellement, la Suisse va se ranger du côté des Alliés. En 1814, déjà, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, que c'est par la Suisse aussi qu'on pénètre en territoire français. Je vous ai dit cette grave erreur de Napoléon de ne pas avoir créé une véritable neutralité. Il l'a rétablie en 1803, mais il disait qu'en dehors de lui, la neutralité était un mot vide de sens. Donc ça ne servait à rien. Personne ne croyait un seul instant à la neutralité de la Suisse en 1803, et encore moins en 1815. C'est pour ça qu'en 1815, on va créer la neutralité dans l'intérêt de l'Europe, et tout ça fait officiellement, parce qu'on voyait bien que si ça ne dépendait que d'un seul homme, c'était un morceau de papier qu'on pouvait jeter à la poubelle. Et là, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que les Suisses
vont envahir le territoire français. C'est la première fois de son histoire où les Suisses vont attaquer le territoire français. Alors je vous rassure tout de suite, on a quand même attendu que l'annonce de la bataille de Waterloo soit bien arrivée en Suisse. C'est-à-dire que la bataille a eu lieu le 18 juin, on l'apprend autour du 22, et on attend le 1er juillet pour attaquer la France. D'ailleurs, je devais faire pas plus tard qu'après-demain, mais Arte devait venir pour qu'on filme, qu'on fasse un documentaire là-dessus, sur l'invasion du territoire français par les troupes suisses. Alors c'est une campagne, je vous rassure, enfin c'est une campagne absolument lamentable qu'on attaque la France, vous voyez, complètement dans le dos, quoi, parce que en plus, au moment où on l'attaque, Louis XVIII est quasiment déjà de retour à Paris. Donc voilà, ça se passe un peu, d'ailleurs, très très mal. D'ailleurs, l'attaque passe par le canton de Vaud, les Vaudois n'apprécient pas, ils se sentent occupés par les gens de Suisse centrale. On a failli en venir aux mains, pas très loin d'ici, d'ailleurs sur la frontière, du côté de Nyon. Et donc, on arrive jusqu'à 15 km de Besançon, quand même, Val d'Aon, je ne sais pas si vous connaissez. On a investi le fort de Joux, on a pris Pontarlier, on a pillé au passage quelques villages. Paraît-il que chez les Francs-Comtois, on s'en souvient encore. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est ce qui se passe à Waterloo. Je vous ai parlé de ces Suisses qui sont restés fidèles à Napoléon, mais vous en avez un autre, et c'est tout simplement le cousin de Benjamin Constant, qui s'appelle Jean-Victor de Constant-Rebec, qui était présent le 10 août. Je vous ai montré tout à l'heure quelques images sur le 10 août, qui a failli rester, qui a été littéralement traumatisé par le 10 août, et qui avait juré de se venger de la Révolution. Et il va se venger de qui? Du fils de la Révolution, qu'est Napoléon. Et c'est lui qui commande les forces hollandaises, parce qu'il y a beaucoup de Suisses au service de la Hollande, et il a réussi à convaincre Wellington de ne pas abandonner Bruxelles et de se positionner là où il s'est positionné. Et c'est lui qui va stopper l'armée de Grouchy, une partie aux 4 bras, qui va retarder le plus possible les renforts français, ce qui va en grande partie permettre la victoire de Waterloo. Donc vous voyez, c'est assez troublant de voir que vous les trouvez partout, ces Suisses à tous les niveaux, à tous les endroits, du côté pour, du côté contre, parfois ce sont les mêmes. Alors pour la petite histoire, je vous ai dit que Napoléon avait eu des Suisses, la Suisse dans les idées, des Suisses auprès de lui du début à la fin. C'est vraiment le cas, puisqu'il y avait un Suisse, un civil, qui s'appelle Jean-Abraham Noverra, qui est donc un pur vaudois, et qui en 1809, il est tout jeune, se retrouve valet de chambre de Napoléon. Et Napoléon l'appelait mon gros ours d'Helvétie. Il avait une confiance absolue. Vous voyez, c'est ça qui est étonnant. Il y a un rapport de confiance absolue avec certains Suisses, et là, il pouvait vraiment lui faire confiance. Et quand, en 1814, Napoléon doit partir à l'île d'Elbe, eh bien, il a failli se faire massacrer dans le sud de la France, et c'est lui, Noverra, qui réussit, par son sang-froid, à repousser quelques personnes royalistes qui s'approchaient de trop près de la berline de l'empereur. Et il va l'accompagner à Sainte-Hélène. Et si vous vous souvenez du tableau où on voit Noverra, où on voit Napoléon sur son lit de mort, bien, le personnage accroupi, parce que le peintre n'a pas pu le représenter debout parce qu'il était trop grand, donc on l'a mis penché comme ça, et c'est pour cela que vous avez cette fameuse image. Il est resté jusqu'à la fin, et d'ailleurs si vous voulez voir ce que Napoléon lui a légué, enfin il l'avait légué pour qu'il aille porter au roi de Rome les fusils, les selles qu'il avait, mais il n'a jamais pu les lui remettre, et donc c'est le canton de Vaud qui en a hérité. Vous pouvez en voir quelques exemplaires au château de Morges si vous allez, on a réalisé une très belle salle là-dessus. Maintenant aussi des nouveautés, hein, on prépare un livre sur Noverra avec Éric Caboussa, et on mettra quelques beaux objets qui se trouvent au musée, musée cantonal, voilà, exactement, qui sont tout simplement entrés l'année dernière, hein, voilà. Et alors, je vais vous montrer, voilà, ça c'est le sac de Napoléon, vous voyez Daffry, on oublie toujours qu'il y a un Suisse sur le tableau de David, voilà, Daffry. Alors, pour se moquer, en Suisse, on avait représenté Daffry en tenue napoléonienne, vous voyez, avec le fameux portrait de Gros, vous voyez là, Daffry, puis là, comme si c'était Napoléon. Voilà, ça c'était donc nos fameux personnages. Voilà, Pergaud, voilà, la fille Pergaud. Bon, Madame de Staël naturellement. Jean-Victor de Constant-Rebec. J'ai mis ce petit dessin parce que
quand j'ai donné une conférence, c'était pour Éric Caboussa, pour les fameuses rencontres. Je vous recommande les fameuses rencontres qui ont lieu à la Longerie chaque année. Eh bien, il y a quelqu'un qui, sachant que j'allais donner cette conférence, s'est tout à coup souvenu qu'il avait dans son grenier les archives de Jean-Victor de Constant-Rebec. Personne ne savait où c'était. Et il nous a contactés. C'est grâce à ça qu'on a maintenant les archives de Jean-Victor de Constant-Rebec, qui était mort en Silésie en 1850. Alors, par exemple, dans les documents qui s'y trouvaient, vous avez ces portraits qui sans doute sont très connus, hein, de Benjamin Constant, mais ça se trouve dans le fond Jean-Victor de Constant-Rebec, ces portraits, ces dessins-là. Ça, c'était le 10 août, ça, c'est la bataille de Waterloo. Et puis là, voilà le fameux Novera. Alors, vous voyez, justement, Novera, vous le voyez ici. Oui, je ne sais pas si vous voyez. C'est le personnage qui est là et qui est donc le dernier fidèle parmi les fidèles. Alors là, je voulais faire un clin d'œil à Marc Studer, puisque Marc Studer est présent pour les Salons du Four, un des personnages qui avait été un grand fidèle de Napoléon, mais bon, mais pas en tant que Suisse, parce qu'il était genevois et donc français à l'époque. C'est son fameux général Dufour. Mais ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que finalement, on a toujours représenté un peu le rapport des Suisses avec les souverains français, et c'est pas forcément celui qu'on croit être le maître qui l'est effectivement. Alors par exemple, il y a ce tableau sur Louis XVI. Vous avez Louis XVI qui est en tout petit derrière, et puis là vous avez le garde suisse de 1792. Et puis là, vous avez justement Dufour et Napoléon III. Vous voyez, là, la même chose, où on se moque de Napoléon III qui a perdu à Sedan. Et là, vous avez à nouveau Dufour. Voilà, ça c'est le même dessin. Donc c'est assez amusant de voir. Oui, j'ai voulu faire cela en parallèle. Donc vous voyez, c'est une étonnante histoire, ce lien entre Napoléon et la Suisse et les Suisses. On pourrait en parler pendant des heures. Et oui, maintenant je suis prêt à écouter quelques questions. Si vous voulez encore poser quelques questions, je suis à vous.